toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour une hypothèse sur Zoo, plus précisément de quel pays l'île de Zoo pourrait être inspirée. Comme on le sait, Oda s'inspire non seulement de pays et de villes, mais aussi d'événements historiques pour façonner l'univers de son manga. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de se pencher sur la question de quel pays cette île, de cet arc, c'est-à-dire Zoo, pourrait être inspirée. Je sais aussi que vous connaissez en fait déjà la réponse, mais je vais vous expliquer un peu le labyrinthe cérébral que mon esprit a fait. Alors tout d'abord, je me suis penché sur cette question et je me suis bien évidemment rappelé des différentes îles du monde de One Piece. Alors on a les valeurs sûres, que je sais que ça c'est sûr parce que j'ai vérifié, même One Piece Wiki le dit, même le Oda doit le dire sûrement dans des SBS, tout ça. Par exemple, on a Alabasta qui était inspiré de l'Égypte. Ensuite, on a Water 7 qui est inspiré de Venise en Italie. Ensuite, on a Marineford, ou du moins la marine qui fait référence au Japon de l'époque Sengoku. On a aussi Dressrosa qui était inspiré de l'Espagne et le royaume de Rommel, l'endroit d'où vient Cavendish, qui est inspiré de Londres. Il y a forcément aussi les autres îles qui ont eu leur inspiration quelque part. J'ai essayé de les trouver un peu par moi-même et j'ai trouvé que quelques-unes finalement où je peux parler d'une idée en en étant un peu sûr. On va d'abord commencer bien évidemment par Punk Hazard, qui serait pour moi inspiré du Thermakistan. Pourquoi donc? Eh bien il faut savoir que là-bas il y a une réserve de gaz naturel qui a fuité, qui a brûlé. Et ça fait en hiver un contraste entre le feu et la neige, c'est-à-dire on a une mer de feu à côté de neige. Donc ce puits était, d'après les scientifiques, censé s'éteindre au bout de 2 ans ou voilà, pas trop longtemps, mais c'est comme ça depuis 1900 et quelques, j'ai pas regardé les dates précises. Ensuite, il y a aussi l'île de Mihawk, là où s'entraînait Zoro, qui me faisait penser à la Transylvanie. D'ailleurs, il y a aussi Thriller Bark qui me faisait penser à la Transylvanie. Et je me suis posé une question, est-ce que Mihawk et Moria n'auraient pas un secret, mais non pas dans l'histoire du manga, mais dans l'histoire de la création du manga, qui les aurait peut-être conduits à avoir un lien à la base lors du développement de l'histoire? Pourquoi est-ce que je pense ça? Dracul, Mihawk et son île font évidemment penser à Dracula, qui est un vampire, donc une chauve-souris. Et Moria a pour animal symbolique la chauve-souris. Et voilà, j'ai juste envie de le dire. Ensuite, on a l'île de Drum qui pourrait peut-être être inspirée du Canada, ou de l'Islande, ou de la Norvège, ou du moins un pays où il y a des rennes et de la neige. D'ailleurs, je pense que ça pourrait être intéressant peut-être de faire une vidéo qui va parler de toutes les îles de One Piece, de toutes les inspirations que Oda aurait pu avoir. Mais avant de faire ça, je vais d'abord partager mon hypothèse et faire la fanfiction sur Kuzan. Donc, le labyrinthe cérébral que j'ai fait, je vais vous l'expliquer. Il faut savoir que j'ai un compte Twitter. Oui, mais que je me fais extrêmement chier dessus. Pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés qui me suivent, mais parce que moi-même je ne suis pas beaucoup de personnes et je n'ai donc pas beaucoup de choses à aller voir sur Twitter. Et ça fait que du coup, j'ai cherché à m'abonner à différents comptes. Si ça t'ennuie déjà, je te conseille d'avancer d'environ 5 minutes, c'est sûrement là où je vais commencer à parler de l'hypothèse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché des comptes Twitter, et là je suis tombé sur le compte Twitter du site DeviantArt. En tombant sur le compte Twitter de DeviantArt, j'ai retrouvé des dessins qui me rappelaient mon enfance, et qui me rappelaient, et qui avaient des belles filles aussi, oui d'accord, je l'avoue. Mais je suis aussi tombé sur une fanart de Street Fighter, Ken et Ryu plus précisément. Puis là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa peut-être d'avoir des fanarts aussi d'autres personnages de Street Fighter. Et je n'ai pas pensé seulement qu'à Chun-Li, Kemi et Juri, non, non. Mais au passage, je me suis souvenu de Blanka, qui est un homme bête, un personnage symbolique de Street Fighter 2, qui manipule l'électricité de son corps. Si on appuie à fond sur carré, 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 il fait une décharge électrique. Puis je me suis dit, ah, peut-être que le pouvoir électrique des Minx est une petite référence à Street Fighter 2, ou même à la saga entière des Street Fighter, pour Blanka, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis d'un coup, je me suis dit, oh, je parlais de colonisation lors de mes précédentes reviews, et je me suis rappelé que le Brésil avait été conquis par les Portugais. Et puis j'ai commencé à me dire, ah, peut-être que l'île de Zoo est inspirée du Brésil. Waouh! Je me rends compte maintenant à quel point c'était con, mais laissez-moi continuer. Donc j'ai fait mes recherches sur le Brésil, et l'air de rien, j'ai trouvé certaines choses qui pouvaient coïncider. Le concept de tribus vivant dans la forêt amazonienne, qui se nourrissaient de chasse, de pêche, d'agriculture et de récolte. Ok, ensuite j'ai aussi vu que le Brésil était le 2e pays à distribuer les ananas dans le monde. Voilà, j'ai trouvé quelques points communs. Après je me suis penché sur la question justement
sur la question de la colonisation, j'ai essayé de trouver des références historiques. J'ai appris par exemple que certains colons qui avaient pris possession des terres avaient fini par avoir plus de pouvoir que le roi portugais de l'époque au Brésil. Voilà. J'ai aussi appris que le Brésil avait été, ou le Portugal, enfin les Royaumes-Unis du Portugais, du coup, avait été, protégé par l'Empire britannique. Voilà. Mais sur le coup, j'avais trouvé finalement aucune chose énorme qui se rapprochait de Zou, et j'ai voulu me pencher sur le prénom de Jack. Alors j'ai fait ma recherche sur Jack. Et la première chose sur laquelle je suis tombé, malgré avoir tapé Jack colonisation brésilienne, c'était Jack l'Éventreur, directement. Tu tapes Jack sur Google, il te sort Jack l'Éventreur. Et c'est là où j'ai eu un autre titillement. Jack l'Éventreur était un tueur en série anglais. L'Angleterre, au même titre que le Portugal pour le Brésil, a colonisé l'Inde. Ensuite, j'ai fait le rapprochement avec Zou et Ganesha, donc enfin Zuneisha qui faisait référence à un mélange de Zou et Ganesha, déesse de la sagesse indienne, et je me suis dit, mais putain, je suis vraiment con. Mais c'est clair que c'est l'Inde qui va inspirer cet arc, plus précisément la forêt du Bengale. Donc voilà, on va un peu plus commencer. Donc je me suis renseigné un peu sur l'Inde, tout ça, et par exemple par rapport à Jumanji, merci mon enfance, je sais que les défenses de l'éléphant sont quelque chose de plus ou moins précieux, qui va être vraiment très cher, et qui maintenant est illégal à la vente, mais qui se vend, justement, qui est illégal à la vente, mais qui se vendrait dans le marché noir, un peu l'underground de le monde souterrain de notre pays, de notre monde. Et je sais aussi, je me suis donc dit, peut-être que Jack il va essayer de casser la défense de Zou pour pouvoir avoir des matériaux précieux lui permettant de fabriquer des armes, n'importe quoi. Surtout que la déesse Ganesha, la déesse de la sagesse qui a une tête d'éléphant justement, il lui manque une défense. Alors peut-être que Jack va chercher à s'emparer d'une des défenses de Zou. Ensuite, j'ai aussi fait des recherches sur l'éléphant plus précisément, et ça c'était pour ma review, enfin ma review du Scan 806, pour savoir un peu le comportement de l'éléphant. Alors j'ai appris deux choses. Premièrement, que l'éléphant a une peau très sèche et qu'il a besoin de faire des bains de boue ou des nuages de poussière pour se protéger, pour avoir en gros de la crème solaire. Et la deuxième chose, c'est que j'ai appris que l'éléphant était divisé en deux catégories. La première est les éléphants d'Afrique, qui sont divisés en deux sous-catégories. Les éléphants de savane et les éléphants de forêt. Ça nous aide pas. Ça nous aide pas pour le moment. Puis la deuxième, c'est qu'il y a l'éléphant d'Asie. Et l'éléphant d'Asie, j'ai regardé des images, j'ai comparé la tête de l'éléphant de Zuneisha, à celle d'un éléphant d'Asie, et ils ont exactement la même morphologie entre guillemets. Ensuite, il faut aussi savoir que l'éléphant est un animal sacré en Inde, sur lequel, lorsque tu montes dessus, t'es le big boss de la night. Voilà. Et voilà, ça fait que du coup, j'ai trouvé un petit truc sympathique. Puis, malgré le fait que Jack l'Éventreur était un tueur en série dans l'Angleterre et que l'Inde avait été colonisée par l'Empire britannique, j'ai rien trouvé d'assez intéressant à traiter par rapport à l'histoire. Après, peut-être que j'ai mal fait ma recherche, c'est possible, donc je vous invite à aller la compléter si vous le souhaitez. Par contre, je me suis penché sur la question de la religion, sur les dieux indiens, parce qu'on a Zuneisha, Ganesha, j'ai donc voulu faire des recherches et voir s'il n'y aurait pas eu possiblement d'autres dieux qui auraient pu inspirer Oda pour faire ces personnages. Et je suis tombé sur le fait qu'il y avait plus de 30 millions de dieux indiens, hindous. Indien, hindou, je sais pas. Quand j'étais petit, on disait qu'Indien c'était pour les Indiens d'Amérique et que hindou c'était pour ceux qui vivaient en Inde. Maintenant ça a changé, on dit amérindien et indien. Voilà, on s'arrange. Mais 30 millions de dieux. Je les ai pas tous cherchés, hein, bien évidemment. Enfin, c'est même pas 30 millions de dieux, c'est 30 millions de divinités. Et il y a même un autre site qui disait qu'il y en avait plus de 300 millions. Et allez savoir, il y en a peut-être même qui ont été oubliés au cours de l'histoire et qu'il faudrait attendre que Robin lise les poneglyphes pour nous rappeler tous les dieux indiens. Et sur le coup, comme ça, je suis tombé franchement sur certains spécimens très intéressants dont je vais vous parler dans cette hypothèse. Donc, on va essayer de voir si déjà il n'y a pas des dieux, des divinités hindoues qui auraient pu inspirer déjà certains personnages qu'on aurait pu voir. Je vais donc parler de Pedro ou Neko Mumasashi, du mouton qu'on voit sur lequel Nami dormait, de Jack, de Kinemon, Raizu et Gonjoro,
et aussi à la fin d'un livre qu'un cher abonné, Karim Méziane, m'a parlé. Donc c'est parti. Donc d'abord on va revenir sur Pedro. Dans mes hypothèses, dans mes reviews, je pensais peut-être que Pedro aurait pu être un ours. Mais après avoir fait une recherche sur un certain dieu, j'ai changé d'avis. Donc déjà de 1, il faut voir. Alors Pedro pourrait être Neko Mumasashi. Je suis parti aussi de ce principe-là parce qu'il a l'air en fait finalement d'être le boss. Hein. Il a tout à fait l'heure. Pourquoi est-ce que mon cerveau n'y a pas pensé tout de suite? Mais bon, bref. Donc on ne voit qu'une ombre de lui. Dans cette ombre-là, on peut noter, je pense, 3 choses qui sont pour moi intéressantes. Alors premièrement, on a un seul œil qui me fait penser à Sanji. Voilà, Wana ressemble à Nami. Pourquoi pas Pedro ressemblerait à Sanji? Ensuite, on a tout simplement les cheveux. Les cheveux, en fait, il y en a 4. Les cheveux qui pourraient faire penser à une crinière. Ensuite, on a les oreilles rondes dont je parlais qui m'ont fait penser à un ours, qui, contrairement à Neko, qui veut dire chat, ne pourrait pas faire penser à un chat parce que les chats ont les oreilles pointues, mais il y a un autre félin auquel on compare très souvent le chat. C'est le lion. Et j'ai regardé des images de lions, ils ont les oreilles rondes. Voilà. Ensuite, on a aussi les crocs qui vont appuyer le fait que Pedro pourrait être donc un carnassier, donc un mix de carnassier qui pourrait donc être un lion. Neko ferait référence chat au lion et Mumasashi, qui veut dire vipère, a peut-être une capacité d'un fruit du démon. Donc, quelle divinité m'a donc fait penser ce fameux Pedro? Eh bien, j'ai trouvé Durga. Durga, qui est en fait une forme de Shakti, qui est d'ailleurs la mère de Ganesha, si je me souviens bien de mes cours sur la religion indienne. Donc, il faut savoir que premièrement, Durga, qui est une divinité, c'est une fille, est représentée comme étant l'inaccessibilité. Pedro reste distant avec le fille et donne aussi ce sentiment d'être inaccessible. D'accord. Ensuite, la description que m'a donnée mon site par rapport à Durga, c'est cette suivante. Une guerrière qui se plaît dans les batailles et le sang versé. Elle se nourrit de viande crue. Donc cette description fait penser un félin à un fauve. Voilà. Et ensuite, on lui donne certains attributs, certaines choses, et dont cette dernière-là serait la protection des villages qui vivent de la chasse. Les Minx pourraient donc être ces villages, faire référence à ces villages qui vivent de la chasse, qui sont un peu, entre guillemets, rudimentaires, voilà, un peu moins développés que d'autres îles qu'on a pu voir dans One Piece ou même que dans notre époque à nous, et qui vivent de... Et le concept de protège les tribus qui vivent de la chasse, Pedro, si il est Neko Mumasashi, est le boss des gardiens qui ont pour but justement de défendre ces derniers. Ensuite, pourquoi le lion? Pourquoi le lion? Eh bien, il faut savoir que la monture de Durga serait apparemment le lion. Voilà. Ensuite, il y a une autre divinité à laquelle j'ai complètement zappé le nom, mais je crois que c'est Navamashi, un truc comme ça. Navamashi, qui en fait représente la force et le courage et qui aurait une tête de lion. Voilà. J'avais envie d'en parler. Donc, du coup, Pedro ou Neko Musashi pourrait donc être, bien évidemment, le boss des gardiens des Minx, le gardien en chef. Il serait un peu distant avec les inconnus, d'où l'inaccessibilité. Ce serait bien évidemment un guerrier puissant, vu que c'est un peu le boss, tout comme Durga. En plus de ça, il aimerait la viande, parce que Durga se nourrit de viande crue, au même titre que Luffy, pour peut-être permettre justement de créer un lien entre Pedro et Luffy, qui seront peut-être tous les deux les chefs des deux groupes de Zou. Hein. On a Pedro qui est le chef des gardiens, et Luffy qui est le chef de son équipage, le capitaine. Ensuite, on voit aussi que Wana est la seule pour le moment qui a parlé, qui s'adressait à Pedro par son prénom et de façon assez familière. Comme dans l'arc précédent avec Scarlett et Kyros, Oda a commencé un peu à intégrer de façon un peu plus directe la romance. Peut-être que Pedro et Wana auraient une sorte de lien, une petite histoire d'amour, mais Pedro, la déesse Durga, pratiquerait l'abstinence qui consiste à ne pas... C'est l'abstinence quoi les gars. Tout le monde connaît ce mot, mais en gros, il ne faut pas faire joujou avec une autre fille. Et Pedro, d'où sa position de gardien en chef, un peu côté militaire, pourrait ne pas souhaiter s'investir dans une relation. Et le dernier point, il y a un dernier point dont j'ai oublié de parler. Oui, un dernier point dont j'ai oublié de parler. Pedro, Mumasashi fait référence à la vipère. La vipère est un serpent. Si Pedro est, comme je suis en train de le dire, un Minx lion,
et qu'il aurait le pouvoir, soit un Zoan de la vipère, soit un Smile qui lui aurait donné ce pouvoir, on ne sait pas encore, l'air de rien. On n'a pas encore vu beaucoup les Smiles aussi, hein, seulement avec, comment ça s'appelle, avec Momonosuke. Et bien il pourrait peut-être être une petite référence à la chimère. Ensuite, il y a aussi une autre chose intéressante par rapport à la déesse, à la divinité d'Urga, c'est qu'elle aurait apparemment été créée en combinant la force de plusieurs dieux. Alors je ne sais plus lesquels exactement, mais là on pourrait peut-être retrouver dans One Piece le même concept, pas dans le sens où ils vont tous fusionner pour devenir Pedro, mais dans le sens où les différents chefs de la tribu, les différents éléments importants de la tribu pourraient faire confiance à Pedro pour faire une certaine chose, et que Pedro serait la personne destinée aurait tout sur ses épaules au bout d'un moment dans l'arc, qu'il aurait un rôle clé, un rôle important, un rôle décisif. Voilà pour Pedro. Prochaine divinité dont j'ai choisi de traiter, il s'agit donc de Kali, qui est nommée la Noire, la Mort, donc la déesse de la religion indienne, le dieu de la mort. Donc, cette divinité est encore une fois une forme de Shakti, au même titre que Durga était une forme de Shakti. Donc, je vais vous lire plutôt sa description, et je pense que là, on a un bon élément peut-être pour essayer d'inspirer Jack. Il y a vraiment pas mal de choses qui font non seulement penser à un tueur en série, à quelque chose de dangereux, mais aussi un antagoniste, un méchant qui pourrait très bien être dans l'univers One Piece. Donc c'est parti. Alors cadavre de couleur noire, tendance vers la dispersion Tama. 4 mains. Armé d'une épée. La destruction. Voilà, donc un méchant qui va tout détruire. Tendu en avant. Éloigne la crainte, car Kali est crainte, mais ne craint personne, rien. Ça, c'est vraiment stylisé méchant, du style j'ai peur de rien, de ce qui peut se passer, je sais que je suis le plus puissant. Jack, qui nous a montré lors du scan 802, enfin 801, non, le scan 801, en attaquant les navires de la marine, sans avoir peur, sans avoir rien, il nous a montré qu'il avait un peu cette tendance-là à dire qu'il ne craint rien ni personne parce qu'il est le plus fort. Main qui donne, elle donne de bonheur ponctuellement, car le bonheur vient de l'au-delà, derrière la mort. Donc Jack pourrait, auprès de ses hommes d'équipage, offrir richesse, luxure, boisson, tout ce qu'on veut, pouvoir, tout ce qu'on veut, mais pour les autres personnes n'apporterait donc que peine, destruction et chaos. Et en plus de ça, le bonheur vient de l'au-delà, derrière la mort. Jack pourrait donc être un assassin, un tueur. La main qui tient une tête. Rien n'échappe au temps, c'est-à-dire que rien n'échapperait peut-être à Jack. Jack serait toujours quelqu'un qui accomplirait jusqu'au bout sa tâche, qui n'aurait pas peur d'échouer parce qu'il n'a jamais échoué, parce qu'il a toujours réussi à atteindre son but. Rien ne lui échappe, rien ne l'arrête, rien ne le stoppe. Un collier de tête de mort. Reste du vivant, donc Kali aurait un collier de tête de mort, donc de ses victimes. Jack pourrait avoir quelque chose peut-être de pareil, pas un collier de tête de mort, enfin peut-être que oui aussi, mais aussi quelque chose des gens qu'il a tués, genre quelque chose de symbolique, et par rapport à Jack l'éventreur peut-être, des mèches de cheveux, si je me souviens bien, c'est bien ce tueur en série qui gardait les mèches de cheveux de ses victimes, pour rappeler qu'il les a tués, pour les avoir. Et imaginez seulement que par exemple Jack lance une poignée des cheveux de Sanji à Luffy pour lui mettre un bon coup de pression lors de leur première possible rencontre, car on n'a toujours pas vu son visage, on n'a toujours pas vu à quoi il ressemble, et peut-être que lors de sa première rencontre avec Luffy, il pourrait peut-être lui mettre un coup de pression de ce style, ou même battre Luffy entre guillemets une première fois, prendre une de ses mèches de cheveux, parce que beaucoup, comme on l'a vu dans les arcs, beaucoup de personnes vont entre guillemets tuer Luffy, mais Luffy ne va pas mourir, et que Jack pourrait justement lui arracher une mèche de cheveux et dire voilà, votre capitaine fait maintenant aussi partie des victimes. Elle piétine des cadavres, représentant les restes du monde mort. Donc Jack pourrait piétiner les cadavres, les personnes qu'il a battues, de son pied. Et la pire honte qu'on peut avoir, une fois qu'on a perdu, c'est de se faire piétiner. La massue de Kali, la puissance du temps qui détruit tout ce qui l'oppose. Jack pourrait donc, sans réfléchir, sans chercher à comprendre, détruire tout ce qui n'est pas de son côté, tout ce qui lui oppose, au même titre qu'il l'a fait au village Krao. Ensuite, particularité, on a apparemment Kala, le temps, Kali, puissance du temps, puissance destructrice du temps, dégradation de la matière, qui pourrait peut-être inspirer le pouvoir d'un fruit du démon, mais derrière la mort, il y a la joie éternelle, la nuit, puissance du temps. Je trouve ça beau.
Ensuite, on a aussi son histoire qui est intéressante. Parvati essaye désespérément de sortir Shiva de sa méditation car le démon Raktavija détruit tout. Donc peut-être un antécédent avec justement Shiva dont je vais aussi parler plus tard si je me souviens bien de qui je vais parler. Shiva ou quelqu'un de son même titre. Jack aurait pu être un ancien membre du clan des Minx ou un ancien allié qui aurait vu que les Minx ne font rien par rapport à ce qui pourrait se passer, parce que non seulement la forêt du Bengale, si, parce que ça parle de la forêt du Bengale, hein. Il n'y a pas seulement les éléphants qui ont été chassés, il y a aussi les tigres, justement, qui étaient chassés pour leur fourrure. Et on sait que dans le monde de One Piece, les hommes poissons, qui sont une autre espèce, qui est considérée comme une espèce inférieure, peuvent être vendus très cher. Et bien peut-être que les Minks sont une sorte de gibier, une sorte de cible de chasse des hommes ou même des dragons célestes d'anciens, et que c'est pour ça qu'ils auraient choisi d'aller sur Zou pour être écartés de tout ça, et que leurs fourrures valent énormément, qu'ils ont été chassés peut-être par leur passé, quelque chose de ce style-là pour leur fourrure. D'ailleurs, Minx signifie vison, et le vison est une fourrure chère. Et d'ailleurs, dans la vidéo de Georges Grenier qui va traiter des simulations de PC, on a justement du PQ fait en vison. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est une matière qui coûte très cher. Voilà, donc Jack aurait pu se rebeller contre cette partie du clan des Minx. Même l'intervention de Kama, dieu de l'amour que Shiva a réduit en cendres avec son troisième œil, ouais, c'est un dieu, il nique tout, ne sort pas Shiva de sa méditation. Alors Parvati se transforme en Kali et détruit le démon. Restant sous cette forme, elle va même jusqu'à piétiner Shiva, c'est-à-dire la surpasser, être plus forte que lui, être au-dessus, remettre en cause son pouvoir et lui dire « T'as vu, je suis meilleur que toi, je suis plus puissant ». Et que Jack pourrait donc avoir choisi de désirer conquérir l'île de Zou sous forme de Parvati Shakti, son mauvais côté Parvati docile, Kali châtiment, terreur, mort, ivre de vin, de luxure et de sang. Et cette dernière phrase de la description de ce dieu me fait vaguement penser aux pirates, les vrais pirates qui boivent énormément de vin, enfin de rhum, qui kiffent la luxure. Alors la luxure, ce n'est pas les trésors et tout ce qui va être argent, la luxure c'est le plaisir charnel que l'on va avoir avec un compagnon quand tu baises quoi. Et le sang, les combats, voilà. Je trouve que justement ce personnage Kali, et par rapport au fait que Jack pourrait très bien être inspiré de Jack l'Éventreur et non pas de Jack Sparrow, où il y avait qui d'autre? Il y avait Jack Sparrow et l'autre Jack, il y a aussi Jack et l'haricot magique, je crois que j'ai entendu. Mais on a Jack l'Éventreur, tueur en série anglais, colonisation, l'Inde, pays anglais. Jack pourrait donc faire référence à Jack l'Éventreur, et qui est dans son comportement, dans ses pouvoirs et dans ses capacités, pourrait être inspiré de la déesse Kali, comme je viens de vous faire la description maintenant. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Juste aussi une petite remarque, c'est que franchement la religion indienne est très riche, il y a beaucoup de divinités, beaucoup d'histoires, je n'ai eu que des courts résumés pour avoir ça, mais le peu de choses que j'ai lues dessus m'a fait penser à, comment ça s'appelle, à Zou, à tout ça. Il m'a dit que Oda pourrait, dans cette religion, prendre un chapeau, mettre des morceaux de papier dedans, tourner sa main, sortir une carte, voir quel dieu sort et se dire tiens, celui-là il va inspirer ce personnage. Parce que c'est une religion très riche et je vous invite franchement tous à aller jeter un coup d'œil à cette religion, parce que après vous allez avoir des hypothèses, énormément d'hypothèses. Je déteste ce mur. Quand quelqu'un se j'entends et ça veut dire qu'il m'entend faire du coup. Ensuite, troisième divinité, ou plutôt en troisièmement, je vais parler de trois divinités qui auraient peut-être pour moi inspiré nos chers samouraïs et qui pourraient peut-être nous donner la réponse de leur raison sur Zou. En regardant cette fameuse liste, je suis tombé tout simplement sur Hanuman. Serviteur et ami de Rama, il a son temple dans tous les villages du nord ainsi que les anciennes forteresses du sud. Alors là, je vous dis ça comme ça, mais il faut savoir que Hanuman est un singe. Serviteur du guerrier Rama dont je vais parler maintenant parce que c'est un singe, oui c'est un singe, donc si Raizo c'est bien ce singe qui est tombé ou si c'est juste un Minx qui s'est paumé, voilà, c'est juste cette coïncidence là, parce que après c'est un gros regroupement de coïncidences, peut-être que je suis complètement dans l'erreur, complètement dans le faux, mais tant pis on continue jusqu'au bout. Donc qui est donc Rama? Rama est un avatar de Vishnu, c'est-à-dire une ancienne personne qui a été Vishnu avant de devenir un dieu, parce qu'il faut savoir que la religion hindouisme croit en la réincarnation, c'est-à-dire que avant d'être moi-même, j'ai par exemple été une autre créature, peut-être plus haute, peut-être plus basse, et que les actes que j'ai faits durant ma vie m'ont
conduit à devenir la personne que je suis, et que lorsque je mourirai après cette incarnation-là de ma propre personne, je deviendrai soit quelque chose de plus bas par rapport aux actes que j'ai fait, soit quelque chose de plus haut par rapport aux actes que j'ai fait, une divinité possible peut-être. Donc Rama est une incarnation de Vishnu, donc un antécédent. Description, bon, le charmant soleil, ok. Histoire, il détruit le roi tyran Ravana qui avait enlevé Sita, son épouse. L'incarnation de la perfection, l'incarnation du devoir. Son frère Lakmana, donc peut-être Gonjuro, ami de Rama, le singe Hanuman. Donc là, on a un guerrier qui va affronter l'ennemi Ravana, qui va, ensuite, je vais aussi vous en parler, qui va être accompagné apparemment de 2 compagnons. Donc ensuite, bien évidemment, c'est qu'un court résumé. Le singe Hanuman, coïncidence, je ne crois pas, et Lakmana, son frère dans la religion hindouiste, qui pourrait donc inspirer peut-être Ganjuro. Et donc dans ces conditions-là, Kinemon, Ganjuro, Raizu ainsi que Monosuke sont peut-être partis sur Zou, avaient peut-être pour but de partir sur Zou, pour sauver la princesse du pays de Wano Kuni, parce qu'on sait aussi qu'avec la rêverie et avec les événements récents, Oda commence de plus en plus à nous parler des royaumes, à nous les décrire tous les uns après les autres. Tout d'abord, on a eu droit à l'île des hommes poissons qui a mentionné la rêverie, qui voulait, enfin la rêverie avait été mentionnée depuis longtemps, hein, qui voulait participer justement à cette rêverie. Ensuite, on a le royaume de Dressrosa où on apprend que beaucoup plus sur les dragons célestes et donc sur le pays qui appartient d'abord à la famille d'Onkirote et ensuite qui a été confié à la famille du roi Riku, qui a ensuite été déchu, oui voilà, un cours d'histoire version One Piece. Ensuite, on pourrait donc peut-être avoir le pays de Wano Kuni qui est lui aussi ennemi du gouvernement mondial de base, ou du moins qui n'est pas intégré dans le gouvernement mondial, qui aurait peut-être sa princesse, parce que d'ailleurs, je vous cale aussi une petite hypothèse sur Wano Kuni. Wano Kuni, je pense qu'on l'a déjà vu. Wano Kuni, il faut savoir que Ryuma, le samouraï que Zoro affronte, est inspiré d'un personnage que Oda avait fait dans un one-shot. Ce one-shot-là, donc par contre, dans ce one-shot-là, il coupe la tête d'un dragon en un coup de sabre. Et Ryuma était dans une ville qui faisait un peu penser au western. Donc avec un mélange à la fois de samouraï et un mélange de cow-boy. Et peut-être donc que Wano Kuni serait le futur, parce que Oda a précisé que l'île de Wano Kuni faisait bel et bien partie de l'univers de One Piece, et donc que ce one-shot s'intégrait dans l'histoire de l'univers de One Piece. Donc par conséquence, peut-être que Wano Kuni va tout simplement ressembler à la ville qu'on avait vue, ou du moins sur les grandes lignes, avec un mélange western-samouraï. Peut-être qu'elle s'est ensuite développée en autre chose. Et si, du côté samouraï, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de questions de princesse, roi de tel clan, chef de tel clan, la princesse, la fille du clan, à droite, à gauche, en bas, en haut. Et peut-être que Kinemon et sa troupe de samouraïs avaient pour mission de récupérer la princesse de Wano Kuni qui a été enlevée par un ennemi, un méchant. Peut-être Jack ou peut-être quelqu'un d'autre. Ensuite, je vais vous parler donc maintenant de Ravana. Pourquoi? Parce que c'est bien mignon, j'ai trouvé cette première coïncidence avec le singe et avec Ravana qui est accompagné de 2 acolytes dont un singe avait pour but de récupérer la princesse, mais il y a aussi quelque chose sur Ravana que j'aimerais souligner et que je vais vous souligner tout de suite. Un placable ennemi de Rama et le ravisseur de Sita. Donc peut-être qu'il va inspirer l'un des acolytes de Jack. Ravana est un Rakshasas. Errant la nuit, peuple semi-divin voué à être hostile, maléfique. Ils font preuve de luxure, violence, comme les pirates, mensonge, gloutonnerie, comme les pirates dans le monde de One Piece. Il afflige et dévore les humains, anime le corps des morts, peut-être... Non, là ça fait penser à Moria tout simplement. Désorganise les sages. Leur pouvoir vers l'heure de minuit est absolu. Ils hantent les forêts, les déserts, les montagnes qui résonnent de leurs cris terribles. Donc c'est le vers minuit, leur pouvoir est quasi absolu sur lequel je vais m'arrêter. Comme on le sait, Wano nous a mis un petit coup de pression, nous disant que la nuit, Zou change complètement de face, en disant à Luffy tout simplement tu as de la chance qu'il ne fasse pas encore nuit, et qu'il y aurait donc peut-être des créatures ou même des ennemis qui ne sortiraient que la nuit, qui pourraient être dangereux. Et c'est ce lien-là qui me fait penser que ce que je dis n'est peut-être pas complètement stupide, parce que ça fait quand même beaucoup de petites coïncidences par rapport à le singe Hanuman, Rama le guerrier, Lakmana son frère, et Ravana l'ennemi plus puissant vers minuit. Et donc, pour conclure cette hypothèse, cette review, je compte parler de 2 derniers points. D'abord d'une divinité bien particulière qui pourrait peut-être inspirer le pouvoir d'un fruit du démon pour un personnage de l'île de Zou. Il s'agit de Vishnu,
qui a une très grande description, qui fait partie des dieux principaux de la religion hindouisme, mais qui a pour moi un seul point commun pour le moment avec un seul personnage. Il s'agit tout simplement du mouton sur lequel dormait, et bien Vishnu est le monde, est le maître du monde du rêve. Et donc peut-être que Oda s'en est inspiré pour imaginer un pouvoir en rapport avec le sommeil. Par exemple, je me rappelle que dans ma review, je disais que je trouvais ridicule que Nami dorme alors que Sanji a des problèmes. Et bien peut-être que ce mouton a utilisé sa capacité, une sorte de fruit du sommeil lui permettant d'endormir les personnes qui sont sous l'influence de son pouvoir pour la calmer. Ouais, surtout que le mouton, ça fait penser au sommeil, hein. Un mouton, deux moutons, trois... Non, hypothèse. Et ensuite, pour un peu conclure cette vidéo, pour me dire que peut-être que je ne suis pas tellement dans l'erreur, je tiens simplement à parler d'une dernière chose. Vous savez que le Yaksha, comme Doflamingo était appelé par, en gros, Fujitora, Yaksha céleste, par lequel moi j'avais traduit en gros démon céleste, le Yaksha est donc une créature de la religion hindouisme, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le Yaksha serait par exemple agirait en compagnie ou serait en association avec les Nagas ou Naganis, je sais plus trop comment on dit, et que les Nagas ou Naganis feraient partie, c'était quoi ce clash de merde, du monde souterrain. Voilà, pour conclure, pour me dire que finalement, c'était peut-être depuis même l'arc de Dressrosa qu'on aurait pu deviner en faisant simplement cette recherche tout bêtement sur le Yaksha céleste, en se demandant ce qu'était exactement le Yaksha, qu'on aurait vu que le Yaksha était en compagnie du Naga qui faisait partie du monde souterrain et que de là on aurait pu faire encore plus de liens, peut-être qu'il y a encore même plus de dieux qui ont plus de rapports avec même des choses déjà passées, pas non seulement Doflamingo mais même d'autres personnages, d'autres trucs, peut-être même que je peux trouver un lien avec Kaido si je me bouge le cul maintenant. Je vais essayer. Et après recherche, je suis tombé tout simplement sur Shiva, qui est compagne de Shakti. Et je me rappelle avoir parlé vaguement vite fait de Shiva en disant que Kali l'avait piétiné, ok. Mais Shiva est avant tout, il représente un peu le mal, la destruction. Il y a une chose, il est le maître des démons, des vampires, en gros des forces maléfiques. Et il a une peau de tigre, prouvant qu'il domine la nature. Kaido cherche à avoir tellement de smile pourrait peut-être être inspiré justement de Shiva. Mais pour le moment, on sait encore rien en fait. Pour le moment, c'est surtout ça, le gros hic dans tout ça, c'est que mon but c'était simplement d'essayer de deviner de quelle île, de quel pays l'île de Zou pourrait être inspirée et de voir où est-ce que ça pourrait nous mener. Mais on est encore au début en fait, on est encore au début, donc c'est encore flou. Et donc peut-être que dans les reviews futures, c'est sûr, ça va surtout être là le but du jeu, que dans les reviews futures, on va voir si mon idée se confirme, si j'étais complètement dans l'erreur, si j'ai oublié beaucoup de points, et cela va être à l'aide des reviews, et je pense de cette liste des dieux hindous, que l'on saura, qu'on pourra essayer de deviner peut-être la suite de l'histoire. Mais en voyant justement ce concept que Shiva pourrait peut-être inspirer Kaido, même il n'y a qu'un seul, il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà, je me rappelle que j'avais une folie en pensant, parce que Shakti, enfin Kali est une forme de Shakti, compagne de Shiva, qui va ensuite finir par le piétiner, et je me suis dit, Jack pourrait, j'avais déjà parlé de ça, Jack pourrait peut-être chercher à prendre peut-être la place de Kaido, en étant anciennement à ses côtés, puis en acquérant un pouvoir supérieur, quelque chose sur Zou peut-être, ou en reprenant le contrôle des Smiles via César, chercher à surpasser son mentor, son ancien capitaine, son ancien patron, Kaido. Voilà, mais on n'est qu'au début de l'arc, comme je l'ai dit, et c'est pour ça il va falloir attendre, parce que finalement il n'y a que le temps qui pourra me dire si j'ai eu tort, si j'ai eu raison, et surtout, il n'y aura que Oda. Et bien sur ce, c'était Rider, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, elle a duré très longtemps, 35 minutes, oui, il n'y avait pas de gameplay parce que j'ai plus Sony Vegas sur l'ordinateur, il faut que je le réinstalle et tout ça, et tout ci. J'ai mis une instru en fond, histoire d'essayer de faire passer ça plus calmement. Mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je te dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo.